comment tu vas? Bonjour, ça va bien, un peu le rush ce matin, mais c'est cool. Bah, t'es là, c'est l'essentiel. Oui. Et comment s'est passé ce petit confinement ça Ben va? moi, Ce déconfinement, comment? voilà. Non, moi, alors, j'entendais des gens qui disaient, ah, c'est l'occasion de ralentir, de se recentrer, de se poser les bonnes questions. Moi, j'étais à fond du début à la fin. Donc, Ok. j'ai pas du tout eu ce ressenti de ralentissement, plutôt une accélération. Alors, d'une rôle de maman, plus rôle de maîtresse de maison, plus rôle d'institutrice, puis d'autres parties parce que la plupart de mes clients que j'avais aidé à créer leur entreprise m'ont rappelé en disant ok, on fait quoi maintenant? Donc en fait, j'ai passé énormément de temps à créer des plans pour adapter en fait leur modèle d'affaires au confinement. Et je suis contente parce que il y a eu personne sur le carreau. Il n'y a personne qui a Super. fermé boutique, il n'y a personne qui a dû arrêter son activité. Donc, au contraire, ça a même plutôt déployé certains qui étaient un peu hésitants face au numérique. Et là, du coup, ça leur a donné un grand coup d'épaule voilà, je vais y arriver. Un petit coup en avant. Un petit coup en avant Un et petit du coup, ils y push. sont passés. Voilà, exactement. Ouais. Bon, c'est Et donc, super. Bon, super. Bah, Catel, en fait, est-ce que tu peux juste te présenter, mais en 2 mots en ou deux mots, 3? alors, 3 mots, permacultrice d'entreprise florissante. Ok. Et juste ton parcours, parce que tu as fait quand même une multitude de choses. À la base, Oui. tu es infirmière. Donc, juste un petit, pour cerner un petit peu ton parcours. Ton parcours de Alors, papillon, maintenant que je suis à voilà. fond dedans. Et mon premier métier, c'était infirmière. Mais enfin, là, c'était pour quitter chez mes parents. Je voulais pas, je savais que j'allais pas trop faire carrière là-dedans. Après, j'ai repris des études en sciences de la communication et je suis partie travailler dans les assurances vie où je faisais l'examen de risque médical sur dossier. Puis là, dans ce contexte-là, on avait pas mal d'analyses financières à faire pour les entreprises. Donc, du coup, j'ai commencé à apprendre les chiffres. Et puis, ensuite de ça, je finissais mes études en communication. Donc, je suis passée au service marketing. Après, j'étais assistante de direction. Là aussi, je voyais bien comment ça tournait. Et puis, ensuite, je suis devenue rédactrice en chef d'un magazine d'architecture. Donc là, en fait, il y avait un propriétaire qui passait tous les matins à 10h boire le café. Et moi, j'étais en gros directrice de la petite maison d'édition. Et j'avais une petite équipe de 5. C'était super. Pour moi, c'était le pied total. Je ne voyais pas comment ma vie pouvait s'améliorer à partir de là, quoi. Je suis tombée enceinte et j'ai été sensible. Ça arrive parfois. Je vous passe les détails. On a été d'accord avec mon ex-patron. Et puis, du coup, enfin, voilà. J'ai su que j'avais le temps de la grossesse plus le temps du congé maternité pour préparer la suite. Et là, je me suis dit, je vais me lancer à mon compte. Mais t'as annoncé que tu étais enceinte et il t'a licencié ou? Ouais, j'ai annoncé que j'étais enceinte jeudi. Il m'a demandé quel serait le signe astrologique de l'enfant et j'ai reçu ma lettre de licenciement le samedi. Voilà. Ah, tu crois, est-ce qu'il y avait un rapport entre le signe astrologique, tu vois? C'était la mauvaise réponse, Catel. C'est ça. C'est ça. Non, mais après, alors, juste après, il m'a Ouais. expliqué qu'il pensait me rendre service et que j'allais être payée par le chômage pour rester 2 ans à la maison avec mon bébé. Ah, J'ai dit, voilà, ah, d'accord. alors, on n'a vraiment pas la même opinion du rôle de la femme dans l'économie, ni du rôle des assurances sociales. Mais voilà, chacun son opinion. Mais lui, il voulait vraiment me Il rendre t'a fait service, ton c'était pas du programme, tout. quoi, hein. Il t'a Voilà, c'est programmé ça. ton avenir. Ok. C'est ça. Oui, pardon, je t'ai coupé. Et Non, après, non, pas de souci. ouais. Donc après, rédactrice en chef d'un magazine d'architecture. Non, rédactrice en chef. Après, donc je me mets à mon compte avec une agence de rédaction. Donc à l'époque, le mot copywriting n'existait pas, mais en gros, c'était ça. Je rédigeais des textes pour des entreprises. Et puis, au tout début, j'ai commencé à faire moitié communication, moitié organisation à l'école polytechnique de Lausanne, dans la pépinière à start-up, où en fait, j'arrivais, je montais le bureau de A à Z, les circuits de facture, j'engageais les collaborateurs, je faisais les due diligence, etc. Et puis, une fois que tout était prêt, j'engageais ma remplaçante, je lui donnais les clés et je partais faire une autre boîte à côté. Et tout ça en Ah, faisant aussi la communication pour ces boîtes-là. Donc ça a été une période assez riche. Puis après, l'agence s'est vraiment concentrée que sur la rédaction. Mais comme je suis papillon, j'ai quand même créé une agence d'événements à côté. Avec des copines, on a aussi fait un truc pour importer le thé. Et puis surtout, comme j'étais assez isolée dans cette double casquette maman et entrepreneur, j'ai créé l'association des mamans entrepreneurs
à l'association suisse que j'ai présidée pendant 7 ans. Puis là, ça a été un observatoire fantastique de qu'est-ce qui fait qu'une boîte marche, qu'est-ce qui fait qu'une boîte marche pas, est-ce que c'est vrai qu'on doit sacrifier toute sa vie pour que la boîte marche? C'est pas vrai. Etc., etc. Et C'est puis, les mampreneurs, en fait. Les mampreneurs suisses. The mampreneur suisse, c'est toi, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est venu, puis je suis allée m'inscrire à l'AVS, puis je suis arrivée avec ma poussette à l'époque, puis on m'a dit « Bonjour madame, vous êtes perdue, vous cherchez votre mari ?» Mais qu'est-ce qu'ils ont en Suisse avec cette histoire de femme au foyer? C'est pas possible, quoi. Bon, c'était il y a longtemps, Maïka, elle a 12 ans. Ça n'a pas vraiment changé, non? Je sais pas ce que tu en penses. Et là, je me suis dit, ouais, il y a vraiment un truc, il faut qu'on soit entre nous, qu'on se tienne les coudes pour avancer, sinon ça va être galère, quoi. Donc voilà, l'association suisse des mampreneurs. Et puis récemment, 2016, je pars en vacances en Grèce avec ma famille. Et là, j'ai l'illumination, parce que je suis un peu écolo quand même sur les bords. Ouais. Si on mélange la permaculture et la finance, ça va faire des entreprises qui régénèrent la planète au lieu de la détruire. Et là, bim, crise d'inspiration. Donc, je rédige pour la première fois de ma vie en signant mes textes. Avant, je rédigeais, mais sans dire que c'était moi qui avais fait les textes. Ça, c'était un espèce de coming out quand même. Ok. Et puis, du coup, je crée Blooming Companies. Et là, j'accompagne des entrepreneurs à créer des activités durables et régénératives. D'accord. Et tu écris Blooming. Et voilà. Et j'ai écrit Blooming People et la suite Blooming Companies. Ouais. Ah ouais. D'accord, ok. Donc, justement, moi, je me suis pas mal penchée sur ce livre que j'ai lu 2 fois. Oh, ouais. Ouais. Donc, j'ai lu déjà une première fois. Après, j'ai fait le test pour savoir ce que j'étais. J'ai l'honneur de t'informer que je suis papillon. Oui. Et je l'ai relu en sachant que j'étais papillon. Très intéressant. Super. Et justement, ce livre, donc, tu l'as écrit, tu l'as rédigé dans un contexte qui est quand même particulier. Tu me parles de coming out. Ouais. Ça veut dire que c'était quelque chose, donc tu avais envie d'accoucher d'un livre en ton nom, ou c'était un besoin d'exprimer. Non. Moi, j'étais toujours l'actrice de l'ombre, si tu veux. Oui, c'est ça. Je créais les boîtes pour les autres. Je faisais des articles sur les architectes, mais moi, j'étais toujours au deuxième plan. J'étais assistante de direction, je n'étais jamais la directrice, tu vois. Et donc, etc., l'agence de rédaction, c'est une histoire de rédaction déléguée, de droits cédés. Et je signais jamais mes textes. Et un beau jour, d'oser dire, moi j'ai une idée, je pense ça. En plus, quelque chose d'aussi hurluberlu. Maintenant, ça passe mieux, mais au début, permaculture, les gens savaient pas ce que c'est. Quoi, tu parles de la finance, mais c'est sérieux la finance, tu peux pas en parler avec des papiers. Possible. Et c'était vraiment sortir de ma zone de confort que d'oser affronter le regard des gens, en fait. Ouais. L'opinion des autres. Donc, mais finalement, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Donc, tu as écrit le livre en ton nom. Ouais. Et est-ce que tu peux justement nous expliquer ce lien, ce mariage que tu fais justement entre les insectes et la finance? Bon, surtout entre la permaculture. Comment ça t'est venu l'idée, en fait, de marier les deux? En fait, la nature ne fait pas de déchets. Tout est réutilisé, l'arbre perd ses feuilles, ça fait de l'humus qui enrichit la terre, qui permet à la suite de pousser derrière. Donc, normalement, on devrait s'intégrer au cycle naturel et faire des déchets qui polluent. Ou réutiliser les déchets des entreprises pour faire d'autres choses qui soient utiles. Et une fois qu'on a compris ça, on se dit, OK, en fait, on utilise l'économie que dans un sens, et si on envisage de l'utiliser dans un autre sens qui régénère, là, les problèmes écologiques, on va les résoudre hyper facilement, parce qu'on est super productif. Donc, oui. Vraiment, c'est comme si on voyait que la moitié, puis on dit, mais si on fait l'autre moitié, puis on fait ça, mais ça marche aussi. Et ça, on l'apprend en permaculture, on apprend à équilibrer un jardin, on apprend à travailler le cycle de l'eau, on apprend tout est cyclé dans un jardin. Et si on fait la même chose en économie, ça marchera pareil. Ouais. C'est super intéressant. Et en fait, parce qu'au tout début, je vais reprendre un peu le bouquin d'un point de vue chronologique, si tu veux. Parce qu'au début,
Ton idée, c'est de définir ton talent naturel. Donc là, on a parlé de papillon, ils n'ont pas dû comprendre de quoi on parlait. Moi, je suis papillon, moi aussi, c'est génial. Donc, tu identifies il y a plusieurs, on a tous plein de talents, si tu veux. Il y a un talent naturel qui est prédominant et toi, tu fais une espèce de métaphore, ouais, avec des oui, insectes, c'est clairement une métaphore. En fait, c'est les 4 tempéraments d'Hippocrate. Ok. Et puis, je les ai repris et je leur ai remis des noms différents. Mais au départ, c'est ça. Et donc, on a quoi? On a les 4 talents naturels, c'est ça? Tu arrives à nous en parler un petit peu? Oui, alors on a tous les 4 en nous et on a tous un qui domine. Donc le papillon, puisque nous sommes papillons, c'est la boîte à idées, 42 idées minutes, ça part dans tous les sens, les gens ont du mal à suivre, il y a des grands pics d'énergie, d'enthousiasme, ouais, j'ai trouvé quelque chose, puis après il y a des gros rien. Donc ça, c'est cette variation d'énergie qui est assez caractéristique. L'abeille, c'est l'hypersocial, c'est la personne qui connaît tout le monde, alors, ce sont des gens qui ont énormément souffert pendant le confinement parce qu'ils ne pouvaient plus voir les gens, mais ils ont besoin de rencontrer, d'échanger, et puis moi, je disais toujours, quand j'ai sorti mon livre, j'en ai parlé à une copine abeille. Je suis allée à la piscine avec mes gamins, je suis revenue, j'avais 27 ventes, 1h30. Elle avait papoté. J'ai fait un truc, c'est super, fais le test avec moi. Voilà. Et voilà, ça, c'est l'abeille, typiquement, qui fait un énorme boulot marketing sans même se rendre compte, parce que juste, elle trouve ça cool, quoi. Après, il y a la fourmi. Donc, la fourmi, c'est un peu le modèle suisse, organisé, carré, ponctuel, des champions de la planification. Mais ils ne bossent pas pour eux, ils bossent pour les autres. Ils font ça pour une bonne cause. Ils n'ont pas un ego très, très... Et donc, des fois, ils s'épuisent à vouloir aider les autres. Ça, c'est leur talon d'Achille. Et puis, l'araignée, qui est un petit peu plus mystérieuse, l'araignée, elle choisit un territoire de compétences et là, elle devient exceptionnellement douée sur son terrain. C'est-à-dire que nous, quand on voit du gris, l'araignée, elle voit des pixels blancs et des pixels noirs. Tout est clair, tout est net. Elle a vraiment une clarté que personne d'autre a et personne d'autre ne comprend. Donc là, c'est là sa souffrance un petit peu, c'est que les gens ne voient pas bien la qualité du travail qu'elle fait. Donc voilà pour les 4 on a tous un peu de ça en nous. On a tous un peu. Et ce que j'aime bien dans ton livre, c'est qu'à un moment, tu dis, on a arrêté de vouloir être parfait partout. Concentrez-vous sur votre talent naturel, en fait. Et ça, c'est génial. C'est vraiment, j'ai dit après ma fille, je dis, concentre-toi sur tes points forts, ma fille. Mais c'est pas d'être bonne partout, là. Tu es bonne en ça, Et c'est vrai. Après, quand on connaît ce talent-là, ça nous permet de savoir quelles tâches sont faciles pour nous et puis d'arrêter de projeter que c'est aussi facile pour les autres. Ouais. Parce que, je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, en tant que papillon, quand je vois personne qui a d'idée à un brainstorming, je dis mais pourquoi il n'est pas réveillé? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Puis en fait, non, c'est une fourmi, puis elle est plus calme, et puis ça bubble moins dans tous les sens. Et de respecter les autres dans leurs différences. Moi, c'était plutôt l'inverse, c'est quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, ah ouais, le côté brouillon, un peu, où tu as l'impression que les gens ont un peu un point d'interrogation quand ils t'écoutent. Pour toi, c'est clair, mais la façon de le dire est un peu… Et ça, c'est vrai que ça m'a fait du bien de le lire, tu vois. Donc, des matchings comme ça, je trouve ça assez vraiment super chouette, en fait, comme ça. Parce que tu arrives à visualiser l'insecte, tu sais, vu que tu l'as métaphoré, en fait, le sentiment. Et aussi dans le fait qu'on peut… Je sais que tu as fait un deuxième livre sur l'entrepreneuriat, enfin, plus spécialement sur l'entreprise. Mais là, tu en parles quand même, c'est que le fait dans une entreprise de déléguer aux personnes suivant être accompagné en équipe, suivant ton talent et le talent des autres, en fait. Et c'est extra. Une fois qu'on connaît son talent, on va pouvoir adopter, j'ai envie de dire, une écologie personnelle. À pas se faire violence pour aller sur des trucs où on est médiocre, voire pas bon du tout. Mais du coup, ces tâches, il va quand même falloir les faire. Donc, on s'entoure de personnes qui sont complémentaires et on leur délègue ces tâches qui sont rébarbatives pour nous, mais qui, elles, vont leur convenir. Et après, par contre, il faut bien sûr avoir l'intelligence de respecter les différences de chacun et de voir plus loin que son propre mode de fonctionnement. Oui. Et tu nous fais passer aussi, donc là, on était dans les talents de chacun, un talent personnel. Pareil, tu nous fais passer dans des environnements, dans des contextes qu'on traverse, donc entre le désert, enfin des différents… ça, justement, comment ça t'est… si tu arrives à me dire,
quelques types Alors, c'est ce que j'appelle les paysages financiers. Parce que les paysages financiers, voilà. Au départ, mes 2 livres parlent d'argent quand même. Oui, Pourquoi? Olivier, Parce que Olivier. j'en avais ras-le-bol de voir des gens qui avaient des projets écologiques super intéressants rester pauvres, s'auto-exploiter parce qu'ils avaient un problème dans leur relation à l'argent. Alors, je dis, bon, je vais faire quelque chose où je vous montre ce que c'est et puis on va parler de paysage. Parce que en général, les gens voient où ils sont et puis il y a plus pauvres qu'eux, puis il y a plus riches qu'eux. Mais après, ils font pas de nuance. Et en réalité, moi, je distingue 7 paysages différents. Donc le désert, ben, c'est vraiment là où on dépense plus d'argent qu'on ne gagne, donc on s'appauvrit chaque mois. La prairie, c'est là où c'est le hamster dans la roue, on est à 0 à la fin de chaque mois. On tourne tout juste, mais on n'a pas de perspective. Le potager, c'est le modèle de nos parents. On travaille dur, on arrive à mettre de côté, on arrive à avoir quelques projets, mais quand même, c'est très, très laborieux. Ce que j'appelle le potager permaculturel, c'est quand on se centre sur son talent et ses passions. Là, il y a une espèce de flux qui fait que les choses viennent à nous et c'est plus nous qui allons courir après les choses. Donc, c'est à peu près les mêmes chiffres financiers que le potager traditionnel, mais c'est beaucoup plus plaisant à vivre. Et puis, ben, quand on a trouvé sa note, c'est assez juste de s'entourer d'une équipe, comme on vient d'en parler. Donc là, c'est ce que j'appelle la guilde, où on associe des talents entre eux pour que les tâches soient menées à bien. Puis quand une guilde est florissante, ben, elle va créer d'autres guildes. Donc là, ça va être, est-ce qu'on va déployer son entreprise selon un système de licence, de franchise, ou est-ce qu'on va créer plusieurs entreprises qui ont des fonctions complémentaires? Ça, il y a différents modèles d'expansion. Et ça, c'est ce que j'appelle la forêt. Et quand la forêt est tellement grande qu'elle peut changer les règles, c'est ce que j'appelle l'écosystème. Et l'écosystème a ses parts de lumière et ses parts d'ombre. C'est-à-dire que soit il fait les choses dans le bon sens, soit il fait les choses dans le mauvais sens. Et le pire dans ce cas-là, c'est la négligence, c'est l'absence de conscience. On ne s'est pas rendu compte de quelque chose et du coup, il se passe des... On est tellement grand que ça a des grandes conséquences en fait. Ok. Et donc, justement, dans ton livre, tu expliques super bien chaque paysage, donc où on se trouve, donc on arrive à se projeter, hein, c'est assez concret, et surtout les étapes. Donc, à chaque fois, il y a 3 étapes où tu vas, étape 1, 2, 3, de comment passer à l'autre paysage, au fait, à l'autre. Et par rapport à ça, j'ai envie de te demander, par rapport à ce que tu as vu, pourquoi c'est aussi difficile? Enfin, pourquoi il y a un blocage quand même quand on passe d'une étape à l'autre? Sinon, tout le monde le ferait, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose d'interne qui fait que tu te bloques. Je ne sais pas si tu as dû le voir. Oui, je le vois bien. Alors, moi, je vois qu'il y a deux types de liberté, en fait. Il y a la liberté de choix et la liberté de mouvement. Quand tu es salarié, tu n'as pas de liberté de mouvement. Tu dois te pointer à 8 heures, aller chez ton boss et puis faire tes heures. Enfin, ça a peut-être changé avec le Covid, mais pour l'instant, c'était ça. Pas beaucoup de liberté de mouvement. Du coup, quand les gens se lançaient à leur compte, ils retrouvaient une liberté de mouvement, ils pouvaient aller voir leurs clients, ils pouvaient bosser la nuit, le week-end s'ils voulaient, etc. Et puis, l'idée de reconstituer une équipe, ça nous renvoie à la perte de notre liberté de mouvement qu'on aimait tant. Et du coup, on ne va pas y aller. Or que, une fois qu'on aura une grosse équipe, on va nommer un directeur, comme l'avait fait le propriétaire du magazine d'architecture où je bossais. Il fait boire le café le matin, c'est tout. Le reste du temps, il était libre de ses mouvements. Mais comme on ne sait pas qu'on la retrouve 2 paysages plus tard, on s'y accroche, on ne veut pas la perdre et du coup, on ne bouge pas. Donc, c'est un manque de se projeter. Enfin, c'est plutôt une peur de changer de statut, de changer pas de statut, mais de position. On se projette, mais pas assez loin. Ouais. On se projette juste à l'étape d'après, on voit ce qu'on perd. Oui, on voit ce qu'on perd, c'est ça. Voilà. Et on ne sait pas qu'on va le regagner 2 paysages plus loin. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que ça donne envie, tu vois les étapes, etc. Et tu te dis, bon, il y a un effort interne à faire et c'est justement comme tu dis, de se projeter. Et il y a aussi une partie où tu parles, dont on parle dans ton 2e livre, mais des entrepreneurs, où tu fais une analogie avec les musiciens. Oui. Avec le chef d'orchestre. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal si tu arrives juste à... Disons que quand tu es dans ton potager permaculturel, ce que je dis, tu trouves ta note. Tu es musicien soliste, en fait. Puis après, tu vas t'entourer d'un groupe
Et au fur et à mesure, tu vas passer où c'est toi qui donnes la ligne de basse, mais c'est plus toi qui joues. C'est toi qui donnes le rythme, mais c'est les autres qui font la musique. Et cette position de retrait par rapport à la scène, en fait, elle illustre assez bien que ce changement de posture, de petit à petit se retirer. Il y a un moment où je parle aussi de la femme orchestre qui fait tout. Et en fait, ça, c'est un point de crise en fait, dans l'évolution. Au début, on fait que ce qu'on aime, on est soliste, etc. Puis finalement, on va essayer de faire l'orchestre soi-même. Et là, on s'épuise. Là, on est à la fin du paysage permaculturel. Ouais, c'est l'épuisement, le fait de vouloir tout maîtriser. C'est un problème de délégation, quoi, aussi, énormément. Oui, bah, c'est une étape indispensable, c'est d'apprendre à déléguer, ouais. Ouais, et c'est assez féminin aussi de pas déléguer. Oui, peut-être. Il paraît. Ouais, je sais pas. Et pour revenir, il y avait aussi une phrase qui m'avait marqué dans ton livre par rapport quand on était dans le désert, donc où là on était à sec et on perdait de l'argent. C'est de se dire, bah là, ne pensez pas à. On a toujours contrairement au discours en fait qu'on entend beaucoup, c'est ne pensez pas à suivre votre passion là. Revenez dans quelque chose de sain et après on parle de passion, de changement, etc. Et ça, je trouve intéressant parce qu'en général, on dit non, mais démissionne et puis tu verras bien, tu verras ce que tu vas faire plus tard, tu vas trouver ta voie, cherche ta passion. Et toi, tu as plutôt quelque chose un peu plus raisonnable, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de se dire, bon, sois safe, quoi, sois bien, après tu penseras à ta passion. C'est ça en fait ou, Oui, c'est aussi ce que je propose dans le programme Let It Be, c'est mon incubateur d'entrepreneurs. Je propose aux gens de commencer quand ils sont salariés ou en congé mat ou en chômage. Enfin, ils ont une source de revenus qui fait qu'ils ne s'inquiètent pas à ce sujet-là. Parce que cette posture de je crame tout et je saute dans le vide et puis je vais construire un avion en tombant, c'est bien joli, mais il se peut qu'en ayant fini de construire l'avion, on se rende compte qu'on ne sait pas piloter. Ça sera embêtant. Et je trouve que quand on se met dans des états de stress et d'urgence financière, ça vient toucher quelque chose de vital chez nous. Hein. La sensation d'être dans les dettes, j'arrive presque à repérer les gens quand je leur parle, à dire ah, lui, là, il y a un problème parce qu'il y a une espèce d'urgence, de crise, puis ça transpire en fait. Et dans ces états-là, on n'apprend pas bien. Le cerveau est saturé par le message d'urgence, on n'apprend pas bien. Donc du coup, vu que quand on devient indépendant, ben, on a sa passion, c'est son cœur de métier, puis qu'on va devoir apprendre une vingtaine d'autres métiers, la compta, le légal, le rechercher enfin, il y a vraiment plein de choses, marketing et compagnie, à apprendre. Si on est en saturation cérébrale parce qu'on a très peur, ça ne marche pas. Ouais. Donc avec Let It Be, on démarre un petit truc. Du coup, on s'assure que le marché a vraiment besoin de ce qu'on veut proposer. C'est arrivé que certaines se lancent en disant ah ouais mais en fait ça marche pas. Non, ça marche pas. Et du coup, c'est pas un échec, c'est une information. On ajuste, on fait autre chose jusqu'à ce que ah voilà là ça marche. Ok, tac, on fait les premiers revenus. Et une fois qu'on sait que ça va passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir couvrir les besoins et remplacer le revenu de base, bah là on y va, mais on est tranquille quoi. Ouais. On est confiant, on est serein, on est disponible, on n'est pas dans la crise panique quoi. Oui, en fait, c'est aussi vers quoi tu as envie de tendre dans ton livre, c'est d'avoir aussi une entreprise résiliente, justement, qui fonctionne à long terme, qui est saine. Ça veut dire qu'il y a ces entreprises qui démarrent à fond, qui font beaucoup de bruit, mais qui perdent énormément d'argent. Oui. Et le but, c'est de plutôt construire quelque chose de solide. Et justement, ton programme, est-ce que tu peux nous en parler, Let It Be? Oui. Alors, Let It Be, c'est un programme de groupe. Donc, on est une trentaine, ça dépend des promos, à lancer une activité indépendante, mais au tout début, en fait. Il y en a qui arrivent, ils n'ont même pas l'idée. Ils savent juste qu'ils veulent faire autre chose, qu'ils ne supportent plus leur job, mais ils ont très peur de quitter parce que sécurité financière et tout. Et là, on va creuser justement le talent naturel, pourquoi je suis spontanément douée, la passion, qu'est-ce qui m'intéresse, etc. Et puis, on va aller rencontrer un client idéal et formuler une offre.
Et puis cette offre, on va la confronter au marché. On va aller voir, est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que si je fais une conférence en ligne, j'ai du monde? Est-ce que j'ai personne? Et ça va nous permettre de dire, OK, on y va vraiment pas à pas. Je continue, je vais de l'avant, etc. Et c'est un programme qui dure, enfin, le contenu dure 3 mois. Et 80% des participants, après 5 mois, ils ont leur premier revenu. D'accord. Donc ça, voilà, j'ai très très peu d'échecs. J'ai eu un abandon suite à des problèmes de santé, mais vu qu'il y a le groupe, puis qu'il y a cette sensation, tu as aussi ça avec tout ce que tu fais, c'est cette sensation d'appartenance et d'adhésion qui fait que ça tient bien, quoi. Oui, bien sûr. Et en fait, tu accompagnes vraiment dans le passage à l'action. C'est oui, vas-y. Et il y a ce qui est génial, en fait, c'est que tu as le côté, disons, coaching entrepreneurial, mais tu as aussi le côté, on va voir que ça colle d'un point de vue financier aussi. Parce que tu as quand même tout ce volet finance, en fait, qui est intéressant et important. Oui. Quand tu démarres. Nous, on a une espèce de projet transversal qu'on appelle la petite pousse verte. Et puis, c'est ce qui nous permet d'aller tester que notre idée est bonne, d'aller tester que le marché est prêt, et puis d'aller amener ça un bout plus loin, quoi. D'accord. Donc voilà, il y a une partie, c'est des vidéos en ligne, une partie, on se parle sur Zoom en groupe. Il y a la possibilité d'ajouter des séances d'accompagnement avec moi si les gens le souhaitent. D'accord. Et puis, on se rencontre en vrai aussi. Donc, ouais, il y a un peu tout le panel qui est couvert. Ouais. Puis, sur 3 mois, hein? Oui. Super. Ok. Et tu fais d'autres accompagnements à part les TEDx? Sinon, pour les projets qui sont plus avancés, je fais des accompagnements individuels, en fait, beaucoup sur les questions de gestion en équipe ou d'association. Les gens qui s'associent, ouais, c'est un mariage, en fait. Hein. Donc, des fois, il y a des petites vagues, et puis il faut être raccord sur aligner ses objectifs, etc. Donc, ça, c'est aussi une bonne partie de ce que je fais. Et puis, je suis aussi administratrice indépendante. Donc là, c'est plus sur des plus grosses entreprises qui veulent virer leur modèle d'affaires vers quelque chose de plus durable, mais qui ne savent pas par où commencer parce que voilà, c'est un gros morceau. Donc là aussi, on y va petit à petit. L'essentiel, c'est de démarrer quelque part, puis on fait ça cette année, l'année prochaine, on fera ça, l'année d'après, on fera plus loin, et puis on y va pas à pas, quoi. Super. Et dans ton programme, les TEDx, pour revenir à les TEDx, c'est par promotion? Ça veut dire c'est chaque 3 mois, tu recommences un nouveau… Oui, c'est des sessions saisonnières. Donc là, il y a le lancement de la session d'été qui était… on a commencé hier. D'accord, ok. Donc là, il y a des témoignages qui vont passer, il y a un webinaire qui tourne sur par où commencer pour créer son activité durable. D'accord. Et ouais, donc là, c'est la promotion été 2020, puis il y aura la promotion automne, printemps, hiver, etc. Par saison, tout est par saison, en harmonie, en fait, et cohérent avec ce que tout est calé, ouais, c'est sûr. Et justement, par rapport, je reviens juste un petit peu sur ton livre, j'ai été très absorbée par. Et là, donc, ce que je trouve pas mal, en fait, le message, disons, que j'en tire à la fin, il y a tous ces aspects techniques. Vraiment aussi, c'est un manuel, quoi, parce qu'il y a, il y a les étapes, c'est super intéressant de suivre les étapes. Moi, j'ai souligné, enfin, tu vois. Ouais. Et il y a un message quand même qui est là. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas si je l'ai interprété, parce que ça me faisait plaisir de l'interpréter comme ça à la fin, mais je me suis dit, c'est, allez, oser gagner de l'argent. Oui. Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu n'as pas besoin de mal l'utiliser, en fait. Tu peux l'utiliser, en fait, à bon escient. Je veux dire, n'aie pas peur de prendre, tu vas pouvoir en faire quelque chose de bien. Et tu vas pouvoir le distribuer, tu vas pouvoir le faire. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me parle énormément de pouvoir redistribuer. Et il y a et moi, voilà, je l'ai interprété vraiment à la fin, c'est qu'allez, enfin, faut pas avoir peur de gagner de l'argent, c'est pas mal, quoi, en fait. Non, alors bon, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé ma relation à l'argent, donc elle est assez apaisée maintenant. Pour moi, c'est un outil comme un autre. Si on a de mauvaises intentions, on va faire un mauvais usage de notre argent, et si on a de bonnes intentions, on va en faire un bon usage. Avec les personnes que j'accompagne, je prends toujours l'exemple de Pascal Pot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un gars qui fait pousser les tomates sans engrais, sans les arroser. Il les fait pousser l'hiver. Enfin, en gros, il a fait des sélections de graines tellement drastiquement qu'elles poussent partout, ces tomates.
vu les sécheresses vers lesquelles on va, ça va plutôt être utile d'avoir un gars qui a trouvé des tomates qui n'a pas besoin d'arroser. Et le gars, il ressemble à rien. Il est barbu, chevelu, pouilleux, enfin voilà. Et voilà, c'est son style. Et puis un jour, je le vois à la télé, puis il engueulait quasiment le journaliste en disant « Mais j'ai pas le temps là, tu vois bien que j'ai plein de boulot, moi j'ai plus de 1000 commandes par jour sur mon site, dégage quoi. » C'était assez... Puis je dis « Ah, 1000 commandes par jour sur le site. » Donc ils vendent des graines. Moi qui cultive que mon balcon, si je commande chez lui, je commande 30 graines. Mais il y a des gens qui commandent beaucoup plus. Oui. Mais mettons même 30 francs. Ça fait 30 000 francs par jour de gain sur son site. Cet homme-là est riche. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait de sa richesse? Il rachète d'autres terrains pour faire d'autres graines. Donc, il est dans un cercle vertueux où il contribue à notre résilience agronomique, en tout cas. Ouais, ouais. Et il faut absolument qu'il gagne le plus d'argent possible, cet homme-là. Et si on se met dans cette dynamique-là, que finalement, nous sommes un filtre qui donnons du sens à l'argent, c'est le filtre de nos valeurs, c'est le filtre de nos convictions, il n'y a pas de raison qu'on en gagne moins que d'autres qui n'ont pas des valeurs plus louables. Oui, bien sûr. Donc, non, c'est vrai. Donner de l'ampleur à ces projets, c'est juste reconnaître que ça va dans le bon sens, quoi. Ouais. Oui, il y a justement ce côté de faire, en tout cas, moi, ce que j'ai toujours fait, tu gagnes et tu réinvestis, en fait, ailleurs dans faire d'autres projets, etc. C'est peut-être typique papillon, mais c'est de multiplier les choses. Mais à un moment donné, il faut aussi oser te payer un petit quelque chose avant de redistribuer. Tu vois, il y a toutes ces choses qui font où tu es tellement prise dans tes projets de vouloir faire des choses que tu réinvestis tout à chaque fois pour améliorer, pour donner encore plus, parce que tu fais, surtout quand tu as de la clientèle, entre guillemets, tu veux que ça soit résilient à long terme et tu veux pouvoir, plutôt que de faire le clash et plein de choses et dépenser plein d'argent, tu veux pouvoir construire quelque chose de solide pour eux, en fait. Que ce soit dans mon métier d'avocate ou avec Woman Lift Up, c'est quelque chose que tu veux pouvoir être fidèle, enfin, tenir la route à long terme, en fait, quand tu embarques des gens avec toi. C'est clair. Et c'est vrai que c'est c'est dans cet objectif-là de résilience me parle. En tout cas, ton livre m'a beaucoup parlé et j'ai adoré le lire, donc bravo. Merci beaucoup. Et les filles, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat. Je vois pas tout. N'hésitez pas. En plus, il y a toujours un décalage en ce qu'on dit et ce qu'il y a sur. Ok. C'est vrai que les deux papillons là, ça fait beaucoup d'informations. Alors, il y a Julie qui dit qu'elle se sent papillon aussi. Bienvenue dans le monde des papillons. Il y en a beaucoup chez les entrepreneurs. Oui, c'est ça. Et Catel, est-ce que tu pourrais, j'aime bien poser cette question, est-ce que tu pourrais me dire un de tes nombreux rêves pour conclure? Moi, mon rêve, c'est... moi, j'ai toujours la forêt comestible. Oui. C'est de ces modèles permaculturels où ça pousse tout seul, ça nourrit tout un quartier et puis il faut juste une communauté de personnes pour aller de temps en temps faire un petit quelque chose. Mais c'est, voilà, ce serait beau, hein? Oui. Ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur. Oui, c'est beau. Merci beaucoup, Catel, en tout cas. Merci à toi. Merci à toutes. Merci les filles. Donc, je vous souhaite une belle journée. Belle journée à vous toutes. Je ne vois pas qui est là, qui n'est pas là. Donc, belle journée. Bye bye. Au revoir. Au revoir.